Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du Conseil d'État. Donc la dernière fois nous avons vu la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Nous allons voir son pendant, donc le Conseil d'État, qui est la juridiction suprême de l'ordre administratif. C'est parti. Bonjour à tous, nous allons parler du Conseil d'État. Tout d'abord, en 1, je ferai une présentation assez brève pour les débutants, pour comprendre, pour que les personnes qui ne sont pas étudiantes en droit ou qui ne connaissent pas spécialement le droit puissent comprendre ce qu'est le Conseil d'État. En 2, je vous expliquerai la création du Conseil d'État. Et ensuite, en 3, nous verrons le Conseil d'État aujourd'hui, son rôle, sa composition, ses missions, mais également son indépendance. Et enfin, nous ferons un lien avec la crise sanitaire Covid parce que le Conseil d'État a dû faire face à cette crise sanitaire de façon exceptionnelle. Vous allez comprendre pourquoi. Par rapport aux sources, les sources sont le site du Conseil d'État, conseil-état.fr, la chaîne YouTube du Conseil d'État, la Constitution, les articles 37 à 39, l'ouvrage de Chevalier, le Conseil d'État au cœur de l'État, pouvoir, numéro 123 2007-4. Commençons donc par la présentation pour débutants. Alors, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction de l'ordre administratif français. Je vous renvoie à ma vidéo sur la Cour de cassation. En fait, le Conseil d'État, c'est le pendant de la Cour de cassation. C'est-à-dire, je vous rappelle, imaginez que vous avez un tableau en face de vous. Vous avez d'un côté l'ordre administratif et de l'autre côté l'ordre judiciaire. Parce que je vous rappelle qu'en France, on a cette particularité d'avoir deux ordres. L'ordre commun, judiciaire, qui règle les litiges entre deux ou plusieurs personnes privées, et où la Cour de cassation est tout en haut de la pyramide, c'est-à-dire que c'est l'ordre suprême, c'est la juridiction suprême, excusez-moi, et de l'autre côté, l'ordre administratif. Donc là, ce sont pour les litiges entre citoyens et administration publique ou pour les litiges entre administration publique entre elles. Et là, c'est le Conseil d'État qui est la juridiction suprême de cet ordre-là. Donc vraiment, imaginez un tableau, vous avez l'ordre administratif, tout en bas, les tribunaux administratifs avec 42 tribunaux administratifs. Vous pouvez faire appel si vous n'êtes pas d'accord avec la décision. Dans ce cas-là, vous allez devant la cour administrative d'appel. Il y a 8 cours administratives d'appel en France. Et ensuite, si ça ne va toujours pas, vous pouvez alors faire un pourvoi en cassation et aller devant le Conseil d'État. Et là, il n'y a qu'un seul Conseil d'État. Je vous rappelle, l'ordre judiciaire, c'est pareil. Donc, vous avez 164 tribunaux judiciaires. C'est comme ça qu'on les appelle à présent. Donc, ce sont les anciens TGI et TI. Si ça ne va toujours pas, vous allez devant la cour d'appel. Donc, le second degré de juridiction. Il y a 36 cours d'appel en France. Et si ça ne va toujours pas, vous allez devant la cour de cassation. Et il y a une seule cour de cassation. Donc, je vous fais le parallèle pour que vous compreniez la place du Conseil d'État. Il a la même place que la cour de cassation, mais dans l'ordre administratif. Je vous conseille vivement de faire un tableau avec, par exemple, à droite, ordre administratif, à gauche, ordre judiciaire, et vous faites le déroulement. Donc, tout en bas, les tribunaux, ensuite les cours d'appel ou les cours administratifs d'appel, et ensuite la juridiction suprême, qui peut être la Cour de cassation dans l'ordre judiciaire et le Conseil d'État dans l'ordre administratif. Pour les concours, c'est bien de savoir le nombre de tribunaux, de cours qu'il y a. Donc je vous rappelle les chiffres. Donc il y a 164 tribunaux judiciaires dans l'ordre judiciaire, 36 cours d'appel et bien sûr une seule cour de cassation. Et dans l'ordre administratif que nous allons voir aujourd'hui, 42 tribunaux administratifs, 8 cours administratifs d'appel et un Conseil d'État. Donc voilà pour le rappel que vous trouverez dans mon podcast qui concerne justement la Cour de cassation, donc qui sera plus dirigée sur l'ordre judiciaire. Car aujourd'hui, nous allons voir l'ordre administratif avec donc, vous l'aurez compris, le Conseil d'État qui est
tout en haut de cet ordre administratif. C'est pour cela qu'on dit la juridiction suprême. Pour ceux qui ne comprennent pas les termes juridiques, ça veut dire que c'est la cour qui est tout en haut, voilà, qui est la plus forte. Alors là aussi, comme pour la Cour de cassation, ce n'est pas un troisième degré de juridiction, attention. Donc je vous rappelle, le premier degré de juridiction, ce sont les tribunaux, que ce soit les tribunaux judiciaires ou tribunaux administratifs. Ensuite, le second, et j'ai bien dit second et pas deuxième, second degré de juridiction, ce sont les cours d'appel et les cours administratives d'appel. Alors que la juridiction suprême, elle, va juger en droit. Je vous rappelle, pour la Cour de cassation, elle juge en droit. C'est pareil ici pour le Conseil d'État. Il est juge de cassation, il vérifie la bonne application du droit, donc par les administrations du coup ici. Alors que dans l'ordre judiciaire, c'est par les particuliers, par les personnes privées. Ensuite, concernant la création du Conseil d'État, alors pour rappel, là aussi, la Cour de cassation, je vous avais dit dans mon podcast sur celle-ci qu'elle avait été instituée en 1804 en même temps que le Code civil. Le Conseil d'État, quant à lui, a été institué par la Constitution de l'an 8, soit les années 1789-1800, donc à peu près au même moment que la Cour de cassation. Mais il a évolué depuis et nous allons étudier cela. Enfin, dans cette brève introduction pour les non-juristes, il faut également savoir que le Conseil d'État est présidé par son vice-président qui est appelé le premier fonctionnaire de France. Donc là, on parle de la haute fonction publique, qui est Bruno Lasserre depuis mai 2018. Ça, c'est bon à savoir. Donc là, je vous fais le podcast en mai 2021. Attention à bien regarder les dates, parce que si vous écoutez ce podcast dans 5 ans, ce ne sera plus d'actualité. Donc en 2021, c'est Bruno Lasserre qui est le vice-président du Conseil d'État et qui donc préside le Conseil d'État. Parce que oui, c'est le vice-président qui préside le Conseil d'État. Je vous ai dit que le Conseil d'État est le juge de cassation. Il n'est pas que le juge de cassation. Nous verrons que le Conseil d'État a 3 missions principales. 1. Il conseille les pouvoirs publics. 2. Il juge l'administration. 3. Il gère les juridictions administratives. Retenez tout ceci avec le sigle CJG, c'est comme ça que je retenais avant. CJG, conseil, juge, gestion. Donc il conseille les pouvoirs publics, donc il est conseiller juridique. Il juge l'administration juridictionnelle, J, et G, il gère les juridictions administratives. Donc CJG. C'est ok? Donc voilà pour la petite présentation pour les débutants. Maintenant, nous allons nous attarder sur la création du Conseil d'État et le Conseil d'État aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai dit, le Conseil d'État a été institué dans les années 1789-1800 par la Constitution de l'an 8, pour être plus précis. Et il remplit 3 rôles: conseiller du gouvernement, juge de l'administration et gestionnaire des juridictions de l'ordre administratif, CJG, le sigle pour retenir. En outre, il faut savoir que depuis 2020, le CJA, Code de justice administrative, a confié la présidence du Conseil d'État à son vice-président. Voilà pourquoi il y a cette particularité. Donc Bruno Lasserre. Et son assemblée générale peut être présidée par le Premier ministre ou le ministre de la Justice, mais cela reste exceptionnel. Le Conseil d'État siège au Palais Royal. Je vous encourage vivement à aller voir sur la chaîne YouTube du Conseil d'État une vidéo qui montre le Conseil d'État au Palais Royal, et c'est vraiment très beau. Vous entrez sur des grands escaliers, il y a des magnifiques lustres, des bibliothèques, des sols en damier, etc. Je vous encourage à aller voir pour voir à quoi ressemble le Conseil d'État. En période de pandémie, c'est mieux de le faire par vidéo. Petite parenthèse aussi, les juges au Conseil d'État ne sont pas en robe, contrairement aux juges de la Cour de cassation, mais ils sont en tenue civile.
Passons à présent à la composition du Conseil d'État aujourd'hui en 2021. Donc le Conseil d'État est présidé par son vice-président, Bruno Lasserre. Il y a un secrétariat général. Ensuite, concernant les sections, donc il y a plusieurs sections, il y a des sections administratives et la section du contentieux. À savoir que chaque section dispose de son secrétariat. Et pour les chiffres à savoir, notamment pour les concours, il y a environ 230 membres du Conseil d'État. Pour rappel, pour la Cour de cassation, c'était 550 personnes donc, à la Cour de cassation, alors qu'ici, il y a 230 membres. Ensuite, passons au cœur du sujet, le rôle du Conseil d'État. Il faut savoir qu'il a à la fois un rôle consultatif et à la fois un rôle juridictionnel. Alors, ne vous inquiétez pas, ça a l'air compliqué comme ça, mais en vérité, c'est très simple. Donc, le rôle consultatif se subdivise en deux. Ça peut être une consultation obligatoire, mais ça peut être aussi une consultation facultative. Comme je vous l'ai dit, le Conseil d'État conseille les pouvoirs publics, donc il est un conseiller juridique pour le gouvernement, pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat. Je rajoute, et c'est important, il conseille au niveau juridique, mais il n'intervient pas dans les choix politiques. D'accord ? Pour être plus concret, dans quel cas le Conseil d'État peut être consulté de façon obligatoire? Alors pour les projets de décret pris pour l'application de dispositions le plus souvent législatives, pour les projets d'ordonnance avant leur adoption par le Conseil des ministres, pour tous les projets de loi avant leur adoption par le Conseil des ministres et leur dépôt devant le Parlement, mais également par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par le président du Congrès sur les projets ou les propositions de loi du pays. Enfin, les décrets en Conseil d'État ne peuvent être pris ou modifiés qu'après la saisine du Conseil d'État. Donc voilà les cas où il a un rôle consultatif obligatoire. Il va rendre un avis, mais par contre, le gouvernement n'est pas tenu de suivre l'avis du Conseil d'État. Par contre, s'agissant des décrets, il ne peut édicter que le texte adopté par le Conseil d'État ou le projet qui lui a soumis. Ça, c'est important à savoir. Le Conseil d'État a également un rôle consultatif facultatif, donc là, non obligatoire. Quand? Eh bien, dans tous les cas où la consultation du Conseil d'État n'est pas obligatoire. Donc, c'est facile à retenir. Donc, le gouvernement peut toujours soumettre un texte au Conseil d'État afin qu'il donne son avis. Donc, ça, là, on parle du premier rôle du Conseil d'État que je vous ai cité, c'est le fait qu'il soit conseiller des pouvoirs publics. Et donc, ça s'appelle le rôle consultatif. Le Conseil d'État a également un rôle juridictionnel. C'est en général ici que les étudiants en droit s'arrêtent car c'est le plus important, donc c'est le contentieux. À savoir qu'à sa création, elle n'existait pas, la section du contentieux dans le Conseil d'État. Je vous rappelle, l'arrêt Blanco du TC, Tribunal des conflits de 1873, va faire un tournant dans le sens où il va donner compétence à la juridiction administrative pour écarter l'application du droit du Code civil pour les services publics et les régir par un droit exorbitant. Je vous rappelle, exorbitant, ne vous inquiétez pas, c'est un mot simple, ça veut juste dire spécial, entre guillemets, qui sort du droit commun et donc régi par le droit administratif. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, on a deux ordres, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, alors que dans d'autres pays de l'Europe notamment, l'ordre judiciaire, l'ordre commun, traite de tout, et également du droit administratif. Pour cela, il faut faire un peu de droit comparé pour comprendre. Donc, l'arrêt Blanco, en donnant compétence du coup à la juridiction administrative pour régir les services publics par un droit spécial, le droit administratif,
fait que du coup le Conseil d'État a commencé à partir de là à avoir un rôle juridictionnel, contentieux, et donc on a créé la section du contentieux. C'est le décret du 11 juin 1806 qui institua une commission du contentieux et la loi du 24 mai 1872 sur la réorganisation du Conseil d'État a mis fin à la justice retenue, ça c'est également important à savoir. Et donc le Conseil d'État devient compétent pour connaître en premier et dernier ressort de certains actes administratifs, alors que d'autres restaient de la compétence du ministre concerné en première instance, conformément à la théorie du ministre-juge qui existait à l'époque. Mais là aussi, second arrêt ultra important à savoir dans cette matière, c'est l'arrêt Cadot. L'arrêt Cadot du 13 décembre 1893 du Conseil d'État, je répète parce qu'il est important, arrêt Cadot du 13 décembre 1893 du Conseil d'État, qui va abandonner cette fameuse théorie du ministre-juge. Donc le ministre n'a plus rien à voir là-dedans. Et se reconnaît désormais une compétence de droit commun pour connaître des litiges nés d'une décision d'une autorité administrative, toutes les fois que le jugement n'en avait pas été expressément attribué au chef de l'État ou à un ministre. Donc on abandonne la théorie du ministre-juge et on passe de la justice retenue à la justice déléguée. Donc là, si vous vous rappelez de mon introduction, on est dans le deuxième rôle du Conseil d'État, juger l'administration. Je vous rappelle qu'en introduction, je vous ai dit que le Conseil d'État conseille les pouvoirs publics, juge l'administration et gère les juridictions administratives. CJG, le sigle pour retenir. On a vu qu'il conseille les pouvoirs publics, que c'est un pouvoir consultatif, une compétence consultative qui peut être une compétence consultative obligatoire ou facultative. Et là, nous voyons donc la compétence juridictionnelle qui est de juger l'administration. Et donc, à l'intérieur même de ce bloc de la compétence juridictionnelle du Conseil d'État, donc dans le contentieux, il y a 3 autres subdivisions à faire. Comment le Conseil d'État juge l'administration? Parce qu'en effet, il n'est pas seulement juge de cassation, même si dans ma brève introduction, j'ai commencé par le décrire ainsi pour que vous fassiez le parallèle avec la Cour de cassation. Donc oui, il est juge de cassation, mais pas que. Donc, comment le Conseil d'État juge l'administration? Alors, premièrement, en étant juge de cassation, comme je vous l'ai dit, mais aussi, il est juge d'appel. Juge d'appel pour connaître des appels formés contre les jugements des TA, tribunaux administratifs, rendus en matière d'élections municipales et cantonales. Et enfin, autre subdivision, il est juge de premier et dernier ressort pour juger les requêtes formées, notamment contre les décrets, les actes réglementaires des ministres, le contentieux des élections régionales ou européennes et en outre le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'État qu'il désigne à cet effet sont juges des référés. Donc vous voyez que le Conseil d'État, à l'intérieur de sa compétence juridictionnelle, sa compétence qui fait qu'il peut juger l'administration, il y a 3 subdivisions. Il est 1 juge de cassation, 2 juge d'appel, 3 juge de premier et dernier ressort. Ça, c'est extrêmement important à savoir. Là, c'est pareil, faites un schéma ou un tableau. Donc, CJG, vous marquez que 1, il conseille les pouvoirs publics, 2, il juge l'administration, 3, il gère les juridictions administratives. Et dans la partie juge l'administration, vous faites 3 autres petites flèches avec juge de cassation, juge d'appel, juge de premier et dernier ressort, et vous expliquez quand est-ce que justement il est juge d'appel, quand est-ce qu'il est juge de premier et dernier ressort, et quand est-ce qu'il est juge de cassation. Enfin, la 3e et dernière mission du Conseil d'État, c'est la gestion et le contrôle des juridictions administratives. Je vous rappelle, le Conseil d'État conseille les pouvoirs publics, juge l'administration et gère les juridictions administratives. Alors ici, on va faire bref parce que c'est pas le plus important. Je vous dis quand même ce qu'il y a à savoir. Donc le Conseil d'État assure l'administration de l'ensemble de la justice administrative
Et cette gestion est assurée sous la responsabilité du vice-président du Conseil d'État qui est, si vous avez suivi, Bruno Lasserre actuellement en mai 2021, par le secrétariat général et ses services. Le secrétariat général du Conseil d'État est assisté de 2 secrétaires généraux adjoints. Le premier, plus spécialement chargé de la gestion des TA, des CAA et de la CNADA, et le second, plus spécialement chargé de la gestion du Conseil d'État. Le Conseil d'État est donc chargé d'assurer la gestion des 8 cours administratifs d'appel dont je vous ai parlé et des 42 TA, donc tribunaux administratifs dont je vous ai parlé, mais également de la CNDA, de la Cour nationale du droit d'asile. Donc ça, vous allez peut-être le voir pour les étudiants en droit des étrangers. Ensuite, parlons de l'indépendance du Conseil d'État, comme je vous l'ai dit en introduction, quand je vous ai cité mon plan de ce podcast. Pourquoi c'est important de parler de l'indépendance du Conseil d'État? Parce que le Conseil d'État a progressivement construit cette indépendance via sa jurisprudence. Jurisprudence, pour les non-juristes, ce sont donc les décisions, les arrêts, on appelle ça comme ça, les arrêts rendus par le Conseil d'État. Mais le Conseil d'État l'a affirmé dans un contexte difficile face au pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement, pour ceux qui sont non-juristes. Et le 1er octobre 1962, saisi d'un projet de loi prévoyant l'organisation d'un référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct, oui, de Gaulle, l'Assemblée générale du Conseil d'État a émis un avis défavorable en estimant que l'existence des dispositions de l'article 89 de la Constitution excluait la possibilité de recourir à un référendum sur un projet de loi ordinaire ne nécessitant pas l'accord préalable des 2 chambres du Parlement. Or, c'est important à savoir, quelques jours plus tard, l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État, saisie d'une requête contre une ordonnance du président de la République instituant une cour militaire de justice, en a prononcé l'annulation au motif de l'importance et de la gravité des atteintes apportées aux principes généraux du droit pénal. Ceux qui sont étudiants, à mon avis, ont reconnu l'arrêt. C'est l'arrêt du Conseil d'État de 1962, 12 octobre 1962, Canal, Robin et Godot. Donc au départ, le Conseil d'État a dû, entre guillemets, se battre face à la grande figure de Gaulle pour affirmer son indépendance. À présent, cette indépendance est expressément inscrite dans la loi. Je vous renvoie au CJA, le Code de justice administrative, qui est d'ailleurs entré en vigueur en 2001, qui rappelle cette indépendance. Je vous renvoie également aux articles 12 et 13 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui ont prévu que les membres du Conseil d'État et les magistrats des TA et des CAA, je cite, exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Fin de citation de la loi du 20 avril 2016, numéro 2016-483. Voilà pour l'indépendance du Conseil d'État qu'il est important de rappeler et de souligner, étant donné qu'elle s'est affirmée dans un contexte difficile et qu'elle est à présent expressément inscrite dans la loi. Alors la vidéo, le podcast, excusez-moi, est court parce que j'essaie de vous faire une synthèse des choses les plus importantes à savoir concernant le Conseil d'État. J'essaie aussi d'être claire pour ceux qui ne sont pas étudiants en droit pour que ce podcast soit accessible à tous.
Donc, j'aimerais qu'elle fasse plusieurs heures tellement c'est passionnant d'étudier le Conseil d'État. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille vraiment d'aller lire les sources que je vous ai données en introduction, d'aller lire d'autres même ouvrages concernant le Conseil d'État, de parcourir leur chaîne YouTube qui est très bien faite pour le coup, ou leur site. Donc, finissons, comme je vous l'avais dit en introduction, avec un peu d'actualité, le Conseil d'État face à la crise sanitaire Covid. Parce que je pense que vous l'aurez remarqué, les crises sont des révélateurs de personnes humaines, mais également des révélateurs concernant les institutions, que ce soit dans les forces et dans les faiblesses. Or, je vous ai dit en introduction que l'ordre administratif gère les litiges entre les administrations et les citoyens, tandis que l'ordre judiciaire gère les litiges entre personnes privées. Donc, vous vous doutez bien que concernant la crise sanitaire face au Covid, c'est du coup le Conseil d'État qui est largement plus intervenu que la Cour de cassation pour régler les litiges entre les administrations, entre les personnes publiques et les citoyens. D'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo YouTube qui est sur le site du Conseil d'État, sur la chaîne YouTube du Conseil d'État, qui s'intitule « Les états d'urgence, comment les pouvoirs publics s'y adaptent-ils ?» Donc, il parle de cette problématique. En effet, il faut savoir que du coup, le Conseil d'État, dès le 22 mars 2020, un syndicat de médecins lui demandait d'ordonner un durcissement du confinement lors de la première audience liée au Covid-19. Ensuite, il y a eu une longue série où le juge administratif a été ouvert sans interruption pour arbitrer entre la protection du droit à la santé, mais également les autres libertés, parce que c'était ça aussi la problématique, et ça c'est intéressant de débattre là-dessus, c'est quelle liberté préserver et au détriment desquelles autres libertés. Et durant ces 12 mois, le Conseil d'État a jugé 647 recours déposés par des citoyens, par des associations, par des organisations professionnelles qui contestaient la gestion de la pandémie par le gouvernement. Il est intervenu en urgence pour la plupart des cas, donc avec le juge des référés, parfois en 48 heures, pour vérifier si les restrictions aux libertés imposées en raison du risque sanitaire étaient justifiées, à savoir que dans environ 51 affaires, le Conseil d'État a suspendu des mesures du gouvernement ou de certaines collectivités et leur a ordonné de modifier leurs pratiques. Dans plus de 200 affaires, des avancées ont été obtenues lors des audiences. L'État a été rappelé à ses devoirs où les mesures contestées ont été modifiées par l'administration avant la décision du juge. Et encore, à l'heure où je vous parle, le Conseil d'État, au gré des requêtes dont il continue d'être saisi, poursuit son contrôle des actions de l'État et des autres administrations. Alors pourquoi il a été autant saisi? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est le Conseil d'État, c'est lui qui règle les litiges entre l'administration et les citoyens. Donc il était le seul prétoire devant lequel les citoyens pouvaient contester en urgence les mesures gouvernementales. Je vous rappelle que le juge des référés, c'est justement quand on veut contester en urgence devant le juge. Et le Conseil d'État a également reçu des demandes qui ne pouvaient qu'être rejetées, hein, il faut également le savoir. Dans certains cas, l'administration respectait la loi ou ne portait pas atteinte à une liberté de façon illégale, mais dans d'autres cas, les recours, par contre, condamnaient l'administration. Il y a eu également des cas où les recours ne relevaient pas du juge des référés, c'est-à-dire n'étaient pas urgents, car pour aller devant le juge des référés, il faut que ce soit urgent. Là, il faudrait faire une vidéo pour vraiment vous expliquer aussi les conditions pour saisir le juge des référés. Par exemple, des cas où les requérants demandaient au Conseil d'État de se substituer aux scientifiques. Par exemple, concernant les autorisations de prescription générale d'hydroxychloroquine. Excusez-moi, je répète, donc pour des autorisations de prescription générale d'hydroxychloroquine. Voilà. Donc vous voyez bien que ça excédait ses pouvoirs.
car vous doutez bien que le Conseil d'État ne peut pas se substituer aux scientifiques ni prendre des mesures qui excèdent ses pouvoirs, ses compétences. Certains recours ont également été rejetés car ils ne comportaient pas suffisamment de preuves pour démontrer ce que les requérants avançaient. Alors pourquoi le Conseil d'État aussi était beaucoup sollicité? C'est parce que cette crise sanitaire a beaucoup atteint les restrictions des libertés. Donc il fallait faire une balance. Le Conseil d'État, du coup, vérifier que ces atteintes aux libertés étaient nécessaires, adaptées et proportionnées en tenant compte d'une situation sanitaire en constante évolution et des moyens disponibles pour lutter contre le virus, que ce soit les masques, les vaccins, etc. Et à chaque période, le juge a dû placer correctement le curseur entre les libertés et le droit à la protection de la santé. Et comme ça a beaucoup évolué, ça a souvent changé. Il y a eu également le problème de la célébration des cultes et des manifestations, vous avez dû le voir dans l'actualité, parce que le déconfinement a du coup fait déplacer les curseurs, parce que la situation sanitaire était en amélioration. Et là aussi, le Conseil d'État a dû s'adapter et répondre aux nouvelles questions, notamment sur les célébrations de culte et sur les manifestations. Donc, on voit que le Conseil d'État a dû faire face à pas mal de cas. Encore un dernier que je peux citer, un concret, c'est le couvre-feu, le deuxième confinement et le couvre-feu, qui devait du coup être évalué au cas par cas. Donc le Conseil d'État a ainsi été amené à se prononcer sur la cohérence des mesures alors que ça a évolué sans cesse. Donc il a été sursollicité pendant cette crise qui n'est toujours pas finie. Alors vous allez me dire, quid demain, que va-t-il se passer? Le juge administratif doit opérer dans un contexte évolutif, comme je vous l'ai dit, notamment marqué par l'accès progressif des populations à la vaccination. En tout cas, en ce moment, c'est le cas, en mai 2021. Mais également marqué par des disparités de contamination par région. Donc bien sûr, je ne peux pas vous faire de pronostics sur le futur, seulement espérer que cela ira de mieux en mieux. Voilà en tout cas pourquoi le Conseil d'État a dû faire face de façon exceptionnelle durant cette crise sanitaire Covid-19. Et donc c'est peut-être le moment aussi de se pencher sur ce qu'est cette institution et d'écouter des podcasts comme celui-ci qui expliquent vraiment ce qu'est le Conseil d'État, parce qu'on peut en entendre parler souvent à la télé, sur des chaînes d'infos en continu, mais sans savoir ce que c'est réellement, et je trouve ça vraiment dommage de s'informer sur des choses qu'on connaît à moitié. Donc comme il a été pas mal mis en avant depuis le début de cette crise sanitaire, je pense que ça peut être aussi le moment de se renseigner sur nos institutions et sur ici le Conseil d'État qui a été en l'occurrence juge de l'urgence et des libertés depuis cette crise sanitaire. Voilà pour le Conseil d'État. Je vous encourage à écouter le podcast sur la Cour de cassation, vu que c'est le pendant du Conseil d'État, le jumeau, je ne sais pas comment dire, mais dans l'ordre judiciaire. Bon courage et bon travail.